Vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène en direct de la librairie Archipel. Je suis François de Gasperi et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau mercredi de l'Anthropocène. 1 heure d'échange en compagnie de 2 invités pour comprendre aujourd'hui les liens qui unissent science et doute. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Bouel et Pierre Cornu. Lucie Bouel, bonsoir. Bonsoir. Alors Lucie Bouel, vous êtes doctorante en philosophie et vous travaillez sur le rôle de l'ignorance dans la construction de la science. Votre thèse s'intitule « Heuristique de l'ignorance en sciences, comment les ignorances structurent la pratique scientifique » et nous aurons le temps d'y revenir. Pierre Cornu, bonsoir. Bonsoir François. Vous êtes directeur de recherche en histoire du temps présent à l'INRAE et récemment directeur de l'unité territoire à Clermont-Ferrand. Vos travaux se concentrent sur une histoire des sciences agronomiques à l'heure de l'Anthropocène. Et vous êtes aussi depuis peu président de l'association Cité Anthropocène et c'est un plaisir de vous recevoir ce soir sur notre antenne. Merci, plaisir partagé. Pour entamer cet échange, j'aimerais que nous revenions ensemble d'abord sur la place du doute en science, dans une dimension, je vais dire, interne à la production scientifique. Et j'aimerais commencer avec vous, Lucie, et que vous nous expliquiez un petit peu l'intérêt et le choix de ce sujet de thèse. Qu'est-ce qui motive de s'intéresser à la production de l'ignorance en sciences, enfin, au rôle de l'ignorance dans la production scientifique, pardon. Alors, ce qui a motivé le choix de mon sujet de thèse, c'était d'abord une étude plutôt... une approche historique de la place du doute en sciences, comment les controverses climatiques et les controverses médicales ont mobilisé le doute, notamment vis-à-vis du public, faire douter le public de la science pour éviter les régulations, etc. Et moi, je me suis intéressée à un type d'ignorance plus particulier que celui-ci, qui est l'ignorance simplement naturelle, comme état natif, le point de départ de la science, qui n'est donc ni positive ni négative. L'idée va être donc de voir comment procède la recherche, quelle va être la dynamique de la recherche scientifique, comment on va identifier notre ignorance, la sélectionner, l'affiner, l'investiguer, la dépasser, etc. Et alors justement, comment l'ignorance participe de cette production scientifique, de cette production de savoir ? Alors l'ignorance, tout d'abord, ça va être une ressource. Si on cherche des choses, c'est parce qu'on ne sait pas. Et on va avoir une ignorance comme ressource assez illimitée, puisque au fur et à mesure de la recherche, quand on va produire des savoirs, quand on va développer des pistes, on va développer aussi de nouvelles questions. Donc on va s'intéresser à de nouvelles ignorances qu'on pourra traiter dans d'autres projets de recherche. Et on le voit, la méthode scientifique, elle fait du doute un de ses principaux attributs et ses fondements. Pierre Cornu, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur les grands jalons historiques les grandes traditions historiques qui ont mobilisé le doute dans la production de la science ? Bien, en termes historiques, il faut commencer par dire que la dialectique entre le doute et la connaissance précède l'aventure des sciences modernes. C'est-à-dire que l'humanité, depuis les origines, se pose la question de comment produire de la connaissance, comment critiquer ou contester une connaissance que l'on voudrait changer, améliorer, réformer. Et donc il y a toute une histoire effectivement du statut de la connaissance, de la production de la connaissance, de la légitimation de la connaissance qui précède de loin l'aventure des sciences contemporaines. Et donc si on veut éviter effectivement de se lancer dans un grand récit historique sur l'histoire de la connaissance, si on considère que la science telle qu'on la conçoit aujourd'hui comme étant l'application d'une méthode qui vise à produire des faits certifiés, validés par des protocoles, etc., qui va naître avec la science classique après la Renaissance, qui va s'institutionnaliser au siècle des Lumières et encore plus pendant l'ère industrielle, je dirais qu'effectivement, cette science-là se pose la question de manière pérenne de la solidité de ce qu'elle produit et la science mériterait plutôt d'être définie au pluriel comme des sciences, des épistémés, comme disait Michel Foucault, qui vont produire leur propre régime de validation et il n'y a pas d'époque dans l'histoire de la connaissance où il y a un consensus sur ce que la science doit produire, comment elle doit le produire et quelle est la part du doute et de la certitude dans l'aventure de la connaissance. Une réaction, Lucie Bouel, à ce que vient de dire Pierre Cornu, peut-être ? C'est quelque chose qu'on retrouve en effet notamment en philosophie quand on essaie de
Donc, quand on se penche plutôt sur la manière dont on essaie de définir la science ou les sciences, est-ce qu'il y a une unité scientifique? Qu'est-ce qui fait l'autorité de la science? Est-ce que ça va être sa méthode, l'objectivité, la validité de ses connaissances, etc. On voit en fait qu'on va avoir un dialogue entre les philosophes qui donc n'ont pas de consensus sur la méthode qu'il faut utiliser, parce que peu importe la méthode qu'on va choisir, on n'a aucune garantie que ce qui est produit en termes de connaissances soit vrai dans l'absolu. On va toujours avoir cette espèce de processus d'erreur, de réfutation. Ça, c'est quelque chose que j'emprunte, une expression que j'emprunte à Karl Popper notamment, où en fait, on va avoir des hypothèses, on va les tester, on sait qu'elles seront probablement réfutées ou révisées à un moment, mais on avance comme ça, en faisant des conjectures et en les réfutant éventuellement après. Et c'est assez paradoxal parce que j'entendais dans un résumé de votre thèse en 180 secondes que finalement on partait de l'ignorance pour finalement y réaboutir. Est-ce que vous pouvez expliciter ce paradoxe apparent ? Oui, tout à fait. Alors, ça a été formulé d'ailleurs avec l'expression paradoxe de l'ignorance par Jérôme Ravetz dans un article de 87, il me semble. L'idée, c'est qu'à chaque fait qui sera produit, on aura plusieurs questions, donc plusieurs nouvelles questions qu'on va se poser. C'est-à-dire que finalement, si on utilise des termes plus simples, à chaque connaissance unique, on va associer plusieurs questions, donc plusieurs ignorances. Donc, chaque nouvelle connaissance apporte plusieurs ignorances et on va avoir une croissance exponentielle de l'ignorance qui va augmenter finalement beaucoup plus vite que la connaissance. Après, la question dans la recherche, ça va être de savoir quelle ignorance on va préférer travailler ou raffiner plutôt qu'une autre. Et de même, à l'intérieur du champ scientifique, on peut voir que la part du doute peut s'observer entre deux traditions scientifiques, la tradition des sciences sociales et humaines et la tradition des sciences expérimentales qui se questionnent l'une et l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette tension interne au champ scientifique, Pierre Cornu ? D'abord, on peut dire effectivement que cette tension, elle est ancienne. Elle remonte en tout cas dans la fabrique de la science contemporaine au siècle des Lumières, au moment où on va donner un rôle à la philosophie, un rôle aux sciences de la nature, et qu'on va voir émerger des sciences humaines qui vont se poser la question de comment on connaît un être libre, qui est l'homme, dont le destin n'est pas préécrit, et donc se pose la question de savoir s'il n'y a pas d'un côté des sciences de la nature qui obéiraient à des lois, et de l'autre, des sciences humaines qui seraient l'aventure de la liberté humaine. Et donc, effectivement, on a du fait de cette division, des manières de produire de la connaissance qui sont différentes, connaissance par le travail du philosophe, par le travail des sciences de la nature, par le travail des sciences humaines, et on va donc se retrouver dans des tensions qui sont fécondes. Il ne faut jamais voir négativement les controverses dans les champs scientifiques. Elles servent à faire progresser la connaissance en exigeant des individus, des communautés, d'aller plus loin dans le statut de la preuve, d'être capable d'affronter des contradictions. Et effectivement, on peut dire que le cœur de la méthode scientifique, c'est d'être capable de résister à la contradiction, d'essayer de produire de la connaissance la plus robuste possible et de sans cesse remettre sur le métier l'entreprise de connaissance pour résister à une complexité croissante des objets et de la critique des connaissances produites. On le voit, le doute, c'est bien un élément constitutif de la méthode scientifique, c'est un élément qui participe à la production du savoir. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la science qui est elle-même mise en doute, qui est elle-même remise en question. On a l'impression que c'est un phénomène très récent, mais j'imagine, Pierre Cornu, il y a aussi une histoire de ce relativisme par rapport à la science et à la production de savoir. Oui, et puis peut-être faut-il dire par précaution initiale que certains chercheurs peuvent aussi avoir des postures relativistes et considérer qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'il n'y a que des vérités situées, qu'il y a des épistémies qui appartiennent à des peuples, à des cultures, à des traditions philosophiques, que l'idée de produire une science avec un S majuscule est soit
une utopie, soit néfaste. Donc, il n'y a pas d'un côté les mondes scientifiques qui se draperaient dans leur déontologie de produire de la connaissance et de l'autre côté une ou des sociétés qui seraient dans l'irrationalité ou dans le refus. On a parfois des oppositions à front renversé sur ces questions-là. Alors, effectivement, je crois qu'il est important de rappeler que le rapport à la connaissance, dans les sociétés, en tout cas telles qu'on les connaît dans le monde contemporain, est un rapport dialectique, effectivement, entre une logique du doute, de la remise en cause, de la contestation, et une logique de l'affirmation, de la preuve, de la légitimation, qui va passer ensuite par l'enseignement, la transmission, etc. Et donc, la connaissance, là encore, progresse dans cette dialectique, elle a besoin de cette tension, mais il n'y a jamais eu un monde dans lequel soit la connaissance fondée en sciences est exclusive, soit elle n'avait pas de place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société qui soit complètement irrationnelle. Il n'y a pas non plus, dans l'histoire, d'exemple de société qui ait donné le pouvoir absolu à la science avec un S majuscule. Et donc, le dialogue et les tensions et parfois des oppositions violentes entre science, croyance, représentation, affect, vision du monde, etc. Voilà, c'est une constante de l'histoire. La connaissance est toujours située, toujours affrontée à une humanité qui est duale, qui est dans cette tension dialectique, comme le disaient les pères de la théorie critique, entre le mythe et la raison. Et pourtant, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une défiance qui se généralise envers la connaissance, ce qui est assez paradoxal. On n'a jamais eu autant accès à l'information. On note bien cette montée de l'irrationalité. Une étude de la Fondation Jean Jaurès qui rappelait le fait qu'en dépit d'un constat scientifique de plus en plus avéré, le déni et le doute deviennent une réalité croissante. On pense aux vaccins, au réchauffement climatique, au platisme, au créationnisme, aux fake news qui pullulent. Aujourd'hui, 40% des Français se disent climato-sceptiques. Comment on explique qu'est-ce que pour vous, Lucie Bouel, disent cette défiance, que dit cette défiance qui se généralise ? Alors, tout à l'heure, vous parliez du doute interne à la science et de la remise en doute de la science elle-même. Et je pense que là, il y a deux niveaux qui sont intéressants à étudier. C'est d'abord donc, le niveau où on va avoir une attitude critique dans la pratique scientifique elle-même. Ça évite le dogmatisme. On va essayer d'identifier les biais qu'on peut avoir. On va essayer d'avoir la meilleure connaissance possible. Et ensuite, il y a la remise en question de la science par le public, notamment, où on va avoir, comme vous avez dit, une irrationalité, une perte de confiance en la science. Et ça, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que le public a une vision de la science qui n'est pas tout à fait, ou en tout cas une vision de la pratique scientifique qui n'est pas tout à fait adéquate à la réalité. C'est-à-dire que quand on apprend la science, qu'on est à l'école, on suit des cours où on a des manuels qui sont en fait des encyclopédies de faits, de connaissances qu'on a. Et évidemment, on n'a pas tout le processus derrière, donc on a eu des erreurs, on s'est posé des questions pour arriver à ces faits. Mais du coup, on voit en la science un processus d'accumulation des connaissances. Et ensuite, tout ce qui est publié dans la recherche actuelle, ça va être les résultats finalement. Donc ce qu'on trouve à l'issue d'un projet scientifique ou même en plein milieu d'un projet scientifique. Et on ne va pas vraiment publier, on ne va pas faire la publicité de nos doutes ni de nos ignorances. C'est des choses qui vont être un peu tabous. Donc ce que le public voit, c'est des résultats, des données, des accumulations de faits. Et quand on voit la science qui se fait en pratique, c'est notamment ce qui s'est passé avec la pandémie du Covid-19. On a eu une grosse perte de confiance en la science à ce moment-là, parce que le public s'est rendu compte que la science, c'est pas vraiment une affaire de certitude, ni une affaire de vérité. En fait, on part d'un point où on ne sait pas, et on essaie de chercher des solutions, des connaissances, etc. Et alors, qu'est-ce que ça serait justement un enseignement qui fasse droit à cette construction de la science, à cette visibilisation de ce processus constructif ? Alors, dans l'idéal, il faudrait présenter le contexte de la recherche aussi, mais bon, étant donné la quantité astronomique d'informations et de données, et même de connaissances qu'on a en sciences, on ne peut pas présenter le contexte de toute production de connaissances. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est éventuellement de dire que la recherche, en pratique, ça se fait comme ça. On a une question, on passe des auditions, on cherche des financements, il faut montrer que notre question, elle est importante, qu'elle a des enjeux, qu'elle est réalisable surtout.
Et ensuite, on progresse, on a une méthode, on a un plan, on essaie d'investiguer notre objet d'étude. On essaie éventuellement de le dépasser, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Mais pour avoir discuté avec des collègues en sciences expérimentales, 90% du temps, c'est des échecs, des obstacles. Et 10% du temps, ça va être des connaissances, des nouvelles pistes. Et voilà, mais on doit vraiment avoir un processus de questionnement, de recherche à tâtons, plus que finalement de production de connaissances systématiques. Pierre Cornu, vous en tant que chercheur et enseignant, qu'est-ce que vous pensez de ce constat formulé par Lucie Bouel sur finalement le doute envers la science qui se généraliserait aussi par finalement un déficit de culture scientifique au sens de qu'on ne sait plus comment on produit de la science et qu'on oublie le caractère itératif, incertain, et que c'est une construction qui amène à de nombreux échecs avant de trouver finalement des connaissances. Il me semble que pour comprendre ce contexte, il faut revenir à votre affirmation du tout départ de notre échange, à savoir qu'on était dans une formidable accélération de la connaissance, une complexification de la connaissance scientifique sur des objets sans cesse plus nombreux, plus complexes, plus interconnectés, et que on est sorti depuis longtemps de la période où la science répondait à des intuitions sensibles, c'est-à-dire où la science expliquait les mécanismes célestes, expliquait le principe de la vie, expliquait le fonctionnement des cycles de l'eau, de la nature, etc., et où on était dans la production d'une connaissance qui pouvait prendre un caractère d'évidence pour ceux à qui on allait énoncer les résultats de la science. Et on sait depuis les débuts, notamment de la thermodynamique, de la physique quantique, aujourd'hui du développement de l'intelligence artificielle, de connaissances en biologie extrêmement complexes sur les échelles les plus fines du vivant, que on atteint des niveaux qui ne sont plus intuitifs. C'est-à-dire que la connaissance que l'on produit aujourd'hui, qui est une connaissance qui en plus est médiée par des machineries complexes, par des calculs complexes qui ne sont pas producteurs d'une vérité binaire, oui ou non, mais qui s'appuient beaucoup sur des probabilités, bref, que toutes ces connaissances ne vont pas dans le sens de l'intuition, elles sont vertigineuses, elles peuvent être déstabilisatrices de la culture, des pratiques sociales, des représentations du monde, de soi et de la nature, et il faut comprendre au sens où il ne faut pas juger la société de ne pas adhérer ou de ne pas savoir quoi faire de ce que la science produit, et pour essayer de comprendre le trouble civilisationnel dans lequel nous sommes. Pour essayer de raisonner en historien, je dirais que nous avons très longtemps vécu dans une mythologie selon laquelle l'humanité partait d'une ignorance absolue et allait vers une connaissance absolue. Et que la connaissance était une sédimentation progressive de la connaissance. Et que les enseignants, pour répondre à votre question, étaient sur le front qui sépare ceux qui savent de ceux qui ne savent pas, et qu'ils allaient expliquer, transmettre, répéter inlassablement pour que l'ignorance soit vaincue et que la lumière, selon le mythe du XVIIIe siècle, se répande et qu'il n'y ait plus de recoins obscurs dans le monde. Or, la science contemporaine produit parfois plus d'obscurité que de lumière sur des phénomènes qui dépassent l'entendement, qui dépassent le sens commun. Et donc, effectivement, si vous ajoutez d'abord cette complexité des formes de savoir contemporaines, et puis le contexte anthropocène qui est profondément anxiogène, on a effectivement de quoi tournebouler les esprits et poser la question, à quoi la science nous sert, qu'est-ce qu'elle nous apporte, quelle vision du monde elle construit. Et au-delà de se poser cette question du rôle de la science, moi j'aimerais vous entendre aussi sur la place qu'elle peut aujourd'hui occuper dans un monde qui refuse cette complexité, dans un monde où on est dans une forme une économie attentionnelle qui est où nos cerveaux le temps de cerveau disponible est ce qui se monnaie le plus, qu'il y a une guerre de l'information, qu'il y a une désinformation qui se généralise et qui rend complexe la distinction entre le vrai et le faux. Comment, Lucie Bouel, le discours scientifique peut être audible dans ce monde-là ? Alors, dans ce monde-là, déjà, c'est vrai que le discours scientifique, il va être soumis à beaucoup de forces et de tensions qui sont inhérentes au contexte lui-même, notamment le contexte du financement, j'en ai parlé tout à l'heure. On va financer ce qui présente le plus d'intérêt parmi un ensemble de plusieurs projets, donc le plus d'intérêt en fonction éventuellement donc, d'intérêts économiques, d'intérêts sociaux, d'intérêts médicaux. Ensuite, on va avoir
des tensions au sein même de la pratique scientifique. On va avoir une incitation à la publication, par exemple, pour les chercheurs qui doivent publier le plus possible pour pouvoir trouver un poste ensuite. En fait, on va avoir beaucoup de facteurs qui vont venir influencer la production scientifique, les publications, le discours scientifique. Alors ça ne veut pas dire que ce discours-là sera biaisé, ça veut juste dire que ce discours va s'inscrire quand même dans un certain contexte. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on va avoir parfois une remise en question de la science, notamment dans les fake news ou les théories du complot. On va dire, oui mais attention, est-ce que ce projet-là, il n'est pas fait par telle entreprise avec des intérêts ou des enjeux cachés, etc. Ça va être vraiment quelque chose qui va être soumis à plusieurs forces et plusieurs facteurs qui peuvent être parfois instrumentalisés dans le contexte des controverses et des théories du complot. Pierre Cornu, un mot peut-être sur la place du discours scientifique dans un monde où le relativisme croît de plus en plus et en raison de cette guerre attentionnelle qui nous est livrée. Oui, je reviens sur mon argument pour dire que effectivement, ce qui nous trouble, c'est qu'on n'est plus dans cette histoire d'une lente victoire contre l'ignorance. On voit des formes d'ignorance nouvelles surgir, être soit le produit d'un doute qui saisit une partie du corps social, soit un doute qui est construit par des agents de doute, par des promoteurs de doute sur des connaissances qui les dérangent. Et donc effectivement, on se rend compte que l'histoire n'est pas linéaire et que l'Anthropocène est un champ de force dans lequel nous n'avons pas la maîtrise du récit de ce qui est en train de nous arriver. Et je crois qu'effectivement, il est important dans ce contexte de repenser la place du chercheur, des institutions scientifiques, de la formation et de se dire qu'il faut une autre stratégie qui ne soit pas simplement une sortie de la tour d'ivoire, ça c'est largement fait déjà de la part des mondes scientifiques, mais il faut d'autres formes de dialogue avec la société. On ne peut pas dire qu'il y a le huis clos du laboratoire dans lequel on produit la connaissance et après on fait une pédagogie. Il faut penser aussi d'autres dispositifs dans lesquels les questions sont construites avec la société, les protocoles sont validés avec la société, les résultats sont construits aussi parfois avec la société pour que ça soit non pas une connaissance qui est celle que veulent les financeurs ou les chercheurs pour continuer à produire la connaissance dans leur discipline, dans leur silo ou dans leur couloir de nage, mais pour produire une intelligence partagée. C'est-à-dire que fondamentalement, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est la question du sens, c'est la question de la hiérarchie des enjeux, et c'est la question de pourquoi est-ce que les sociétés contemporaines voudraient qu'on produise des efforts scientifiques et non pas attendre soit que le marché dise aux chercheurs ce que le marché va valoriser ou que les scientifiques se disent tout seuls, il serait intéressant pour ma curiosité de développer tel point. Donc je pense qu'effectivement, on est dans une dimension profondément politique de la place de la recherche dans le monde contemporain et si on veut dépasser cette ère du doute, il faut reposer la question du sens et de la place de la recherche dans la vie sociale et donc dans ce contexte anthropocène, des urgences, des inquiétudes et des arbitrages douloureux qu'on a à faire sur nos modes de vie et sur la question de la fabrique d'une nouvelle forme de durabilité et d'équité dans le partage des ressources. Et Lucie Boel, tout à l'heure, vous parliez, vous faisiez allusion à ces fabricants de doutes. D'ailleurs, une discipline qui s'intéresse à la fabrique de l'ignorance, qui s'appelle l'agnotologie, qui est née il y a quelques dizaines d'années. Qu'est-ce que ça nous dit, l'essor d'un champ scientifique consacré à l'ignorance et le doute ? Et est-ce que vous auriez des exemples aussi à donner à nos auditeurs et auditrices pour corroborer tout cela ? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que à partir des années 80, on a eu l'éclatement de beaucoup de controverses, donc qui avaient déjà lieu depuis quelques temps, mais qui ont été médiatisées. Il y a notamment la controverse du tabac, donc qui remettait en doute le lien entre tabagisme et cancer du poumon, notamment. Et en fait, c'est quand on s'est rendu compte à ce moment-là que les industries du tabac voulaient que leurs produits ne soient pas, les substances qu'ils vendaient ne soient pas régulées pour pouvoir continuer à faire du profit. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a des industries qui étaient en lien avec des entreprises de communication et qui ont dit très exactement, alors
que c'était pas des fabricants de doute, mais notre produit, c'est le doute. Ça, c'est une citation qui est tirée de l'entreprise, je crois, Hill et Knowlton. Et l'idée, c'est qu'il y a même un bouquin qui a été écrit dessus, Les marchands de doute, de Naomi Oreskes et Eric Conway. Et en fait, on s'est rendu compte que l'ignorance, ou plutôt le doute, a été manufacturé dans le lien entre la science, les industries et le public. Il y avait finalement un consensus scientifique sur le fait que le tabagisme était en effet une des causes principales, pas la cause, mais une des causes principales du développement du cancer du poumon. Mais pour éviter la régulation de leurs produits, les industries se sont affairées à créer du doute et faire durer la controverse dans le temps pour justement continuer à garder leur profit. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont joué sur des notions scientifiques elles-mêmes, la notion de multicausalité par exemple, où finalement, oui, une cause ou un effet plutôt peut avoir plusieurs causes. Le tabagisme, ça peut être une cause parmi d'autres qui n'est pas forcément ni nécessaire ni suffisante pour le développement d'un cancer du poumon. Et il y a eu donc, suite à ce jeu avec cette notion de multicausalité, des ensembles de questions qui ont été développées par les entreprises de communication, justement, en lien avec les industries, pour insinuer le doute chez le public. Des questions comme « Pourquoi telle personne qui a fumé toute sa vie n'a pas développé de cancer ? Au contraire, pourquoi telle personne qui n'a jamais fumé de sa vie en a développé un ?» etc. Donc en fait, c'est des questions qui vont vraiment appuyer sur la multicausalité et qui vont montrer que finalement, le lien, il n'est pas si certain. On n'a pas vraiment un lien unique, certain, entre une substance et des effets néfastes. Donc c'est là-dessus qu'ils vont jouer. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, avec l'émergence de ces controverses, ça c'est une controverse plutôt médicale, et les controverses climatiques aussi, la déplétion de la couche d'ozone notamment, on s'est rendu compte que l'ignorance, elle peut avoir des conséquences. Et là, ça a rendu l'ignorance visible. On s'est rendu compte que finalement, l'ignorance, ça peut être quelque chose d'important dans la recherche. Donc on a eu l'agnotologie, on a eu l'épistémologie féministe de l'ignorance. On a eu une tentative aussi avec une sociologie de l'ignorance scientifique qui n'a pas été développée plus que ça. Et aujourd'hui, on a encore des nouvelles études, des nouvelles approches de l'ignorance qui voient le jour. Il y en a notamment qui ont vu le jour dans les années 2010, donc c'est finalement très récent. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est donc on s'est rendu compte que l'ignorance, c'est pas juste une absence, c'est pas juste quelque chose qui n'a pas d'effet, qui est neutre. Ça peut avoir des conséquences qui sont très importantes sur notre société. Donc tous ces problèmes qui sont liés à l'ignorance, ça va être des problèmes qui vont devenir des problèmes d'intérêt public. Et là, on va avoir un gain d'intérêt. Pierre Cornu, en tant qu'historien des sciences, qu'est-ce que ça vous dit, l'essor d'un champ scientifique consacré à l'ignorance et au doute, finalement une science qui doute du doute, si on essaie de le dire? D'abord, c'est une bonne nouvelle, effectivement, qu'on se donne des méthodes et des capacités à répondre aux défis de notre époque. Cela dit, c'est nécessairement un champ pluridisciplinaire, puisqu'effectivement, en tout cas en tant qu'historien, je vois dans toutes les époques des moments où la connaissance est contestée, où elle s'affronte à des intérêts, à des représentations du monde, à des valeurs, à des idéologies, à des dogmes. Et donc effectivement, on va se retrouver dans des contextes divers, à des moments où la connaissance dérange, où les scientifiques dérangent. Et donc on peut soit avoir des entreprises de travail de sape de la connaissance produite, mais on a aussi aujourd'hui, de même qu'on voit des journalistes menacés ou des militants environnementalistes, on a aussi des scientifiques menacés quand leurs recherches apparaissent comme apportant des préjudices potentiels à des intérêts économiques, politiques, religieux ou autres. Eh bien, on peut passer à la menace directe. Il n'y a pas que le doute, qui est une arme instrumentalisée par les adversaires de la production de connaissances scientifiques certifiées. Donc, il est important de dire que là, encore une fois, la connaissance n'a jamais de statut fixe, stable dans les sociétés. Elle est toujours l'objet d'instrumentalisation, de tentatives de préemption, de contrôle, de censure parfois. Et il faut se rappeler qu'effectivement, l'ignorance a été
perçu dès le siècle des Lumières comme non pas simplement une absence ou un vide, mais comme une force ennemie. Il fallait travailler contre l'ignorance, parce que l'ignorance fabriquait l'intolérance, fabriquait la violence, fabriquait la tyrannie, et qu'on a cherché pendant tous les 18e et 19e siècles à diffuser la connaissance par l'école, par la formation, par le livre, en pensant que des hommes éclairés se conduiraient rationnellement. Et effectivement, je reviens là, dans notre monde du temps présent, on a cette forme de désespoir de constater que, avec toutes les connaissances disponibles, eh bien, l'ignorance demeure, voire gagne de la place, que l'irrationalité se développe et qu'on peut contester avec des arguments pseudo-scientifiques, avec des formes de discours de type scientifique, le cœur même de la connaissance scientifique. Et vous avez devancé ma question à Pierre Cornu. On le voit aujourd'hui, c'est plus seulement le message qui est mis en cause, mais le messager. Vous l'avez dit, les scientifiques sont aujourd'hui attaqués pour leur position. Le doute se radicalise et les radicalisés ne doutent plus, eux. Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Est-ce que c'est une singularité historique vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas cette forme de syndrome de Cassandre et ça ne renvoie pas à d'autres réalités qui ont pu exister bien auparavant ? Alors, cette idée effectivement de menace sur les producteurs de connaissances et sur ceux qui veulent porter une parole de vérité, elle est de toute époque. Je dirais quand même qu'il y a des choses profondément nouvelles dans notre monde contemporain, qui sont liées quand même à cet effondrement de la foi dans le progrès historique. Ça, c'est quand même un facteur majeur de déstabilisation des sociétés et de recomposition des champs politiques et donc des rapports de force. Et je dirais qu'effectivement, on a aujourd'hui quand même deux logiques qui sont en train de s'affronter à l'échelle planétaire dans tous les pays et dans les groupes sociaux et dans les champs politiques, entre, je dirais, une tendance à produire des discours assimilable à la matrice du populisme en fait, à dire dormez tranquille braves gens, des hommes forts vont s'occuper de vous, et donc c'est un discours d'aliénation. Ne cherchez pas à connaître, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à être partie prenante des débats, remettez-vous-en à un pouvoir providentiel, qu'il soit religieux, politique, militaire, idéologique ou autre, et puis une logique en contradiction, qui est celle de l'empowerment par la connaissance, par la capacité à agir, par l'intelligence partagée. Et là, on voit comment les mondes scientifiques eux-mêmes sont déchirés entre le fait d'aller vers des financements pour des grandes compagnies transnationales, mais en vendant son âme parfois à des projets qui n'ont pas de durabilité dans le monde de l'anthropocène, ou vouloir se faire chercheur engagé pour des causes sociales, environnementales ou de défense, par exemple des pays du Sud, dans les rapports inégalitaires dont ils sont les victimes, au risque de se faire écraser par des rapports de force qui ne vont pas faire la différence entre l'engagement du scientifique, celui du militant, celui de l'activiste. Donc on a effectivement, mais on a déjà eu dans l'histoire, des tensions entre le scientifique qui croit qu'il peut être neutre et à l'écart de la société, celui qui va simplement dire qu'il se vend au plus offrant, et celui qui va mettre un engagement dans sa production de connaissances et se poser la question des usages de la connaissance qu'il produit. Qui va utiliser mes découvertes ? Qui va utiliser mon algorithme ? Qui va utiliser ma découverte en biologie moléculaire ? Voilà. Mais ces questions-là, là aussi, elles sont très anciennes, mais simplement, elles prennent une intensité spécifique dans le monde anthropocène. Et justement, si on revient aux enjeux de notre monde anthropocène face à ce doute envers la science, on a aussi l'impression qu'il y a plus que de la défiance, il y a vraiment de la croyance qui essaime. Et j'aimerais vous partager deux formes de discours qui ont trait à la croyance. D'un côté, comme des remèdes face à ce monde si fragile. D'un côté, la croyance technosolutionniste et ce mythe du progrès perpétuel qui lui serait associé avec une idée transhumaniste ou des discours de ce type. Et de l'autre côté, un discours effondriste qui serait lui aussi une croyance, puisqu'il repose aussi sur des certitudes que tout va s'effondrer. Alors comment on comprend ce refus radical du doute et finalement cette nécessaire, d'un point de vue presque
psychologique et psychanalytique, cette nécessité de se raccrocher à de la croyance dans un monde aussi incertain. Lucie Bouel, est-ce que vous avez des éléments à nous dire là-dessus, ou on passerait la parole également à Pierre Cornu? Alors j'ai peut-être un petit élément de réponse ici, et ça fait écho aussi à ce que Pierre Cornu disait tout à l'heure, que dans un monde où on a des connaissances de plus en plus complexes et de plus en plus éloignées de l'intuition, on va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la man-based ignorance, donc une ignorance qui est finalement qui va découler de l'activité humaine, et des techniques, notamment des produits qui sont développés par la science, que ce soit des substances ou par exemple les systèmes réfrigérants, les aérosols, etc. Ça, c'est des choses qui sont issues de l'activité humaine. Et l'ignorance qu'on va avoir associée à ces produits-là, c'est une ignorance qui est la cause de l'utilisation des produits, mais aussi de leur création. Donc finalement, ça va être une ignorance qui est à cause de la science même. Si on n'avait pas créé ces produits-là, on ne serait pas face aux problèmes qu'on a aujourd'hui, et on n'aurait même pas besoin de chercher de solution finalement. Donc voilà, on a vraiment cette idée d'ignorance qui serait liée à l'activité humaine ou à l'activité scientifique elle-même. Et c'est peut-être un des facteurs qui va justement remettre en question la science ou jouer dans la diminution de la confiance en la science. Pierre Cornu, une réaction? Peut-être qu'on pourrait commencer par poser que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire que science et technique fonctionnent de concert. C'est-à-dire que vous avez pendant des millénaires des sociétés dans lesquelles la production de connaissances par des méthodes qu'on appellerait peut-être difficilement scientifiques aujourd'hui, mais en tout cas qui étaient des méthodes, et puis le fait technique n'était pas articulé. Et la jonction entre connaissances techniques et donc innovation, transformation du monde, elle s'est faite avec l'entrée dans l'ère industrielle, et elle s'est accélérée dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec effectivement des grappes d'innovation sans cesse plus importantes, sans cesse plus invasives dans la vie quotidienne, avec sans cesse une empreinte plus forte sur les écosystèmes. Et donc, on est rentré dans l'ère des technosciences, c'est-à-dire de techniques qui ont un haut contenu de connaissances scientifiques, et de connaissances scientifiques qui ne peuvent pas progresser sans un très lourd investissement en technologie. Et donc ça a rendu la science prisonnière de la technologie et la technologie dépendante de la science, en fondant un système qui a un effet intrusif, performatif, qu'on peut juger positif ou négatif, mais en tout cas la dynamique technoscientifique, elle a un fort caractère de levier de transformation du monde, de l'homme, et de nos relations avec nos écosystèmes. Et donc, ce qui fait aussi effectivement le doute sur le statut de la science dans le monde contemporain, c'est que, au nom de la science et de la connaissance, on ne s'est pas contenté d'éclairer le monde de la lumière, de la connaissance, on l'a transformé avec les objets de la technique. Or, les objets de la technique, ils sont parfois à l'échelle microscopique, parfois macroscopique, et ils ont non seulement des effets directs, mais des effets indirects, des effets métaboliques, comme par exemple avec les polluants éternels, avec la transformation liée aux perturbateurs endocriniens. Bref, on a un monde qui est envahi d'artefacts humains liés aux technosciences et qui crée un sentiment de panique. Et on revient à l'idée que ce qu'on pensait avoir maîtrisé comme méthodologie du doute depuis Descartes est devenu bien plus proche du désespoir, du désarroi, de l'angoisse ou de la panique franche et directe, et que les scientifiques n'arrivent plus à maîtriser l'exercice du doute, à la fois dans leur propre monde et dans la manière dont la société, elle, utilise l'arme du doute. Et donc effectivement, on a besoin de trouver des éléments de résistance collective à la panique qui nous envahit, et c'est, je pense, l'un des grands défis de l'Anthropocène, ce temps panique et cette nécessité de reprendre le contrôle du temps, de reprendre le contrôle aussi du couple formé par les sciences et les techniques pour redonner du sens à ce que les sciences apportent, à ce que les techniques font à nos vies et à nos environnements. Et quid de ces nouvelles formes de croyances et de religiosité qui essaiment Pierre Cornu, qui refuse radicalement et préfère la certitude à ce doute qui lui est un impondérable, quelque chose qui existe tout le temps.
Alors, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut quand même avertir sur le risque d'arrogance des mondes scientifiques vis-à-vis des sociétés contemporaines. Il faut se défier comme de la peste de l'idée, encore une fois, que la science incarne la rationalité et que, hors de la science, il n'y aurait point de salut. L'humanité est complexe. La rationalité n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie humaine. Il faut accepter qu'il y a des bonnes formes d'irrationalité, que dans l'art, dans la spiritualité, il y a des choses qu'on peut accepter, admirer, désirer, et qu'elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Et donc, la science n'est pas une instance de jugement qui planerait au-dessus du monde des hommes et qui dirait « là, vous êtes dans le faux ». Je crois que c'est important de garder ce préalable parce qu'on a fait un grand travail critique du scientisme. C'est pas pour réinventer une science 2.0 qui serait tout aussi normative et dogmatique que le scientisme d'auparavant. Donc une fois qu'on a pris cette précaution, qu'est-ce qu'on fait des croyances qui s'opposent à la connaissance scientifique et aux propositions de la science pour résoudre les grands défis de l'Anthropocène, changement climatique, extinction de la biodiversité, pandémie, etc. Je crois qu'il faut d'abord faire une analyse compréhensive de ces nouvelles formes de croyances. Et moi, ce que j'observe, par le travail interdisciplinaire que je vois autour de moi, par ce qu'on a pu faire avec la Cité Anthropocène de Lyon dans la réflexion sur ce monde nouveau, c'est l'idée que beaucoup de ces croyances sont en fait des formes appauvries, durcies, radicalisées, désespérées, de systèmes de croyances plus anciens. On voit des formes religieuses, on voit des formes politiques, idéologiques, qui ont des ressemblances avec des idéologies ou des croyances d'il y a des siècles, mais qui sont appauvries, simplifiées, instrumentalisées, aliénantes, et qui ne sont pas des sources d'épanouissement pour les individus. Et je pense que là, on peut critiquer non pas le fait que les gens croient des choses, mais le fait que ces croyances les rendent malheureux, les rendent impuissants, les mettent dans des situations de désespoir. Et c'est là effectivement qu'on peut dire que la fonction de la science n'est pas de produire la vérité avec un V majuscule ou des normes qui vont s'imposer de nouveau à des hommes ignorants, mais que l'entreprise de la science, c'est de produire une intelligence partagée émancipatrice et qui permet une reconnexion avec un monde en grand danger de soutenabilité. Et Lucie Bouel, peut-être votre regard sur une remarque toute personnelle, mais vous vous intéressez du coup à la dynamique interne de la science et au rôle que l'ignorance a pour produire de la connaissance. Et Pierre Cornu parlait du scientisme. À certains égards, on peut faire l'hypothèse que dans certaines productions scientifiques aujourd'hui, on pourrait s'approcher d'une forme de scientisme en mobilisant, en romantisant des expériences, des savoirs vernaculaires et autochtones, à travers divers exemples. Est-ce qu'on voit finalement une évolution du discours scientifique qui intégrerait moins le doute aujourd'hui qu'il ne l'intégrait avant ? Alors je pense que le doute qui est intégré dans les discours scientifiques aujourd'hui, ça va plus être un doute qu'on va ressentir le moment où on va avoir une sorte de paralysie de l'action. Donc pas forcément un doute qui va être méthodique comme on trouvait avec Descartes, où on va essayer de s'éloigner du dogmatisme et de trouver les fondements de la connaissance, de la vérité. Là, ça va vraiment être quelque chose qui va être lié à l'incertitude, finalement, l'incertitude qui est inhérente à la science et qui est inhérente aux sociétés dans lesquelles on vit. Et finalement, ce doute, quand on va le ressentir, ça va être, donc, comme je disais, une paralysie de l'action qui ne pourra être dépassée qu'au moment où on va décider d'agir, d'essayer de dépasser donc, ce point d'arrêt, cette petite pause, où on va se demander, ok, là, j'ai une incertitude, je ne sais pas dans quelle direction aller, ça va être peut-être une situation pour le chercheur de détresse émotionnelle plus ou moins intense, mais ça va être le moment où on va vraiment se poser des questions parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, on essaie de chercher laquelle est la meilleure, et là on va vraiment avoir la place du doute qui est très importante, mais ça va être un doute tout individuel, donc le doute du chercheur dans sa propre recherche. Et après, la recherche, ça se fait pas seulement tout seul. Souvent, en tout cas dans la recherche expérimentale, on est dans un laboratoire, on a des collègues, on fait partie de projets de recherche. Même en sciences humaines et sociales, finalement, si on n'a pas d'équipe de recherche sur un phénomène naturel particulier,
on a des séminaires, on discute entre nous. Quand on a un doute, on le partage, on essaie d'avancer, on essaie d'éclaircir nos incertitudes. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, on va retrouver un peu une pratique du doute, mais plutôt dans le partage et l'échange, où on va s'exprimer, on va reconnaître que là, on n'arrive pas à avancer parce que c'est difficile. On va demander des conseils, chercher des solutions, et on va avoir du coup cette attitude d'humilité, où on va essayer de mettre le dogmatisme et l'arrogance de côté, et on va vouloir produire, pas forcément la meilleure connaissance possible, mais au moins la meilleure piste ou la meilleure manière d'avancer. Tout à l'heure, Pierre Cornu disait, il me semble que toute ignorance n'est pas forcément dépassée, et c'est tout à fait ce que je vois dans les projets scientifiques sur lesquels je me penche, parce que pour ma thèse, je vais faire une étude du cas. En fait, on a déjà différents niveaux d'ignorance, donc des ignorances qui sont très générales. Par exemple, comment soigner le cancer, c'est pas forcément une chose à laquelle on va pouvoir répondre tout de suite comme ça de but en blanc. Par contre, en affinant nos ignorances et en ayant des questions de plus en plus précises, celles-ci, peut-être qu'on va pouvoir les dépasser, et encore, elles vont mener à d'autres questions. Donc finalement, c'est vrai qu'on a quand même notre ignorance de départ, mais contrairement à la vision toute puissante de la science qu'on avait avant, on ne pense pas que cet état d'ignorance, il sera nécessairement dépassé. On essaie de faire au mieux, mais peut-être que ça n'aboutira à rien. Si on cherche à remonter en généralité pour les 10 dernières minutes de notre échange, Pierre Cornu, je voulais voir avec vous dans quelle mesure l'Anthropocène travaillait aussi la notion de doute elle-même, et en fait se demander dans quelle mesure le doute interroge l'Anthropocène, puisque c'est presque une vision de l'histoire qui est aujourd'hui recomposée, qui est mise en doute. On a l'impression qu'il n'y a plus de futur, qui nous est infigurable, et c'est finalement cette idée on est en train de perdre la croyance linéaire envers la notion de progrès. Qu'est-ce que votre regard d'historien des sciences a à dire là-dessus ? Oui, je pense qu'effectivement, ce que vous dites touche juste sur la situation anthropocène qui est la nôtre. Nous avions la représentation que la science pouvait perdre bien des batailles et qu'elle gagnerait la guerre de l'intelligence. Et nous sommes à un point où nous nous demandons si non seulement la science ne va pas perdre la bataille de l'intelligence, mais ne va pas être la principale cause de la défaite générale de la survie des écosystèmes et de la capacité de cette terre à porter nos vies. Et donc ce doute, il est radical, il est bien plus qu'un doute méthodique, il est un doute existentiel, il est une remise en cause de toute l'entreprise des sciences et des techniques de l'aventure de la modernité. Et donc c'est une crise civilisationnelle à laquelle nous faisons face. Et pour résoudre cette crise, nous avons des moyens qui paraissent bien dérisoires, et nous avons, il faut le dire aussi, des adversaires qui sont puissants et qui ne veulent même pas entendre parler de cette crise, ou qui pensent que les solutions à cette crise, c'est un durcissement dogmatique, c'est un retour à la raison d'État, à la violence verticale et à des solutions imposées d'en haut par des minorités à la majorité. Donc, nous sommes effectivement dans un contexte extrêmement tendu, un temps de toutes les urgences où les sciences n'ont plus tout le temps devant elles pour produire des connaissances et des solutions. Et c'est pour cela, j'y reviens, qu'il faut accepter l'idée que les solutions ne sont pas en stock, en magasin, dans la connaissance scientifique accumulée. Nous avons besoin peut-être d'un autre ordre de connaissances dans l'Anthropocène, un ordre de connaissances qui ne soit pas nécessairement très sophistiqué, très coûteux. Peut-être qu'on peut penser des choses plus robustes, pour penser comme Olivier Amand, des choses qui seraient liées à un retour à une forme plus sobre de commerce avec la nature, qui nous permettent effectivement, je pense notamment en termes agronomiques, à tout ce qui se passe autour de la transition agroécologique ou de la reconnexion des systèmes agricoles et alimentaires à la territorialité, à des solutions qui ne sont pas une fuite en avant technologique, qui ne sont pas un recours à l'économie de la promesse, demain on aura la solution, mais qui sont ici et maintenant une science située, capable d'accompagner des collectifs, des territoires, des collectivités, à trouver des solutions qui s'adaptent à l'Anthropocène. L'Anthropocène étant un régime de fluctuation, l'Anthropocène pose un défi considérable à la science, puisque traditionnellement, la science classique était fondée sur l'étude de régularité. On allait mettre en loi scientifique les régularités observables dans le macrocosme et le microcosme. Qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène ? Un gigantesque chaos généré par
le développement économique et la mise en branle des objets technoscientifiques. Et donc, comment fait-on pour reprendre, sinon la maîtrise, du moins la capacité d'interagir avec un monde qu'on a rendu chaotique? Eh bien, il faut une autre connaissance, peut-être plus modeste, qui accepte de nouvelles formes de doute, mais qui va créer de nouvelles alliances avec la société, avec les non-humains, pour trouver des solutions viables à la crise de l'habitabilité. Lucie Bouel, votre regard en tant que philosophe sur cette manière dont l'Anthropocène interroge la notion de doute et sur les remèdes possibles que l'on peut trouver collectivement. Ça m'a fait penser à un texte de Robert Merton sur lequel je suis tombée il y a quelques semaines, je crois, où, alors c'est un texte de 1942, donc c'est pas tout récent non plus, mais il critique justement cette sorte d'isolationnisme de la science moderne, chercher pour satisfaire une simple curiosité, une science qui serait donc indépendante de la société. Et il soutient plutôt un retour de la science vers la société qui doit s'intéresser aux problèmes auxquels on fait face et essayer d'y trouver des solutions. En ce qui concerne l'Anthropocène, j'ai l'impression que le doute qui peut être ressenti ou qui peut être inhérent à la période ou au contexte dans lequel on se trouve, ça va être quelque chose de très profond. Là, je parle plutôt en tant qu'individu et pas vraiment en tant que philosophe. Mais quelque chose qu'on va retrouver dans notre entourage, des personnes qui se demandent mais à quoi bon faire des enfants maintenant ? À quoi bon faire attention maintenant ? C'est pas la science qui va nous sauver maintenant. Et je pense qu'un premier pas peut-être qui pourrait aider à mieux vivre ce doute, ce serait simplement de reconnaître la place qu'il a dans la société, de reconnaître la place de l'incertitude, que de toute façon c'est là, il faut qu'on fasse avec, de reconnaître qu'on ne sait pas où on sera dans plusieurs dizaines d'années, et à partir de là, de se dire, d'accord, le doute est là, l'incertitude, l'ignorance sont là, qu'est-ce qu'on fait à partir de cette situation ? L'idée, ce serait peut-être éventuellement de pouvoir se poser tranquillement et de respirer un bon coup. Alors c'est une solution très simple, hein, mais de respirer un bon coup et de se dire, ben oui, dans tous les cas, on n'a pas de certitude, on n'aura pas de vérité, juste comment on fait pour avancer de manière progressive du mieux qu'on peut. Pierre Cornu, c'est paradoxal parce que finalement on a l'impression que l'urgence de la période ne laisse pas de place au doute, nous forcerait à agir, et pourtant il faut douter et se poser. Ça serait bien ça l'idée ? Alors, effectivement, je dirais que c'est comme chez les gens qui ont atteint un certain niveau dans les arts martiaux, il faut savoir prendre son temps face à une attaque brusque, et c'est en maîtrisant le temps qu'on sait la parer. La connaissance a besoin de trouver une relation plus itérative avec le monde fragile dans lequel on est. Il faut arriver à produire une connaissance qui ne cesse de tester ses effets sur le réel, sur la société, sur les non-humains, sur les écosystèmes, et procéder par essai, par tâtonnement, pour essayer de retrouver un lien, de retrouver une compréhension des processus et de retrouver une viabilité des processus dans lesquels nous sommes engagés. Et donc ça implique une science beaucoup plus interdisciplinaire, mais qui soit aussi même transdisciplinaire, puisqu'elle doit faire participer la société à l'effort de connaissance. Et on a besoin effectivement d'une science qui sache se situer dans l'espace, dans le temps, dans des jeux sociaux et politiques, et une science qui soit responsable. Il y a un immense besoin de prise de responsabilité qui conjure à la fois le doux rêve du technosolutionnisme et le fatalisme de l'effondrement. Et c'est pas facile d'être dans l'entre-deux, de se dire on peut faire quelque chose, mais on n'est pas sûr d'y arriver et on est responsable de ce qu'on fera bien ou mal. Et donc, il faut aujourd'hui reconnecter l'épistémologie, la manière de produire la connaissance, à l'axiologie, c'est-à-dire le sens de la connaissance. Et il faut avoir un dialogue permanent sur ce qu'on produit quand on produit de la connaissance, ses effets, ses rétroactions, et comment on peut refabriquer de l'intelligence partagée, embarquée dans l'action, dans une action pas à pas, tâtonnante, pour reconstituer un monde extrêmement fragile qui est en train de nous glisser entre les doigts. Eh bien, on le comprend, c'est un chemin de traverse qu'on a emprunté pour naviguer en ces mondes incertains et ne pas tomber dans le millénarisme. Pas de doute, c'est tout un programme. Je tenais à vous remercier chaleureusement, Lucie Bouel, pour votre participation.
C'était un plaisir de vous avoir à notre table. Un grand merci également à vous, Pierre Cornu. J'espère que nous aurons à l'avenir l'occasion de nous reparler ensemble. Voilà, c'est une fin de journée. Je souhaite également remercier toute l'équipe de Radio Anthropocène, Florian Fontpéry, Valérie Dizier, Marceau Forey, Indra Tocqueville à la technique, Lou Herman. Et puis je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.